Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le mardi 2 octobre 2024. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal dont voici les titres. 3 personnes sont mortes et 4 autres ont été grièvement blessées au cours de l'écroulement d'une église suite au vent violent de ce mardi en zone Rukaramo de la commune Motimbudzi. Les experts en économie et en banque montrent leurs préoccupations suite aux intérêts que la Banque centrale s'est engagée à verser aux actionnaires du fonds qui financera la construction de l'ancien marché central de Bujumbura. Dans ce journal, nous vous parlons aussi des classes de 5e année dans les écoles fondamentales en province d'Ongodzi qui n'ont pas encore débuté les cours, faute de matériel didactique pour les enseignants et pour les élèves. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page gouvernance. Le fonds One African Investment Fund, promu par Fabrice Manirakiza et qui financera la construction de l'ancien marché central de Bujumbura, risque d'être un des systèmes d'escroquerie financière courante. Les intérêts que la Banque centrale s'est engagée à verser aux actionnaires du dit fonds aggraveront la dévaluation de la monnaie burundaise, avertissent les experts en économie et en banque et monnaie. Inès Gakiza. Avant l'utilisation de l'argent de One Africa Investment Fund dans le projet de construction de l'ancien marché central de Bujumbura, Fabrice Manirakiza explique que la Banque centrale du Burundi s'est engagée à générer des intérêts aux actionnaires du fonds. Ce fonds permettra d'avoir des intérêts juste après un mois, avant même le démarrage du projet. Vous demandez comment cela va marcher. La BRB a promis de délivrer des titres de trésorerie aux actionnaires qui ont acheté des actions en francs burundais et à ceux qui les ont achetées en dollars. Mais, je souligne bien, la BRB a précisé que même ceux qui ont acheté des actions en dollars auront des intérêts en francs burundais. Les experts économistes trouvent cette promesse de la Banque centrale du pays difficile à concrétiser. Ils se demandent où cette banque trouvera ses intérêts, surtout que le pays a besoin des frais de fonctionnement et que le gouvernement n'a pas encore remboursé les milliards de dettes internes contractées. Ce qui, selon les experts en monnaie, a poussé la BRB à spécifier que les intérêts ne seront qu'en monnaie locale, car la BRB pourra faire recours à la planche à billets, ce qu'elle ne peut pas faire avec les devises. Et si la BRB prend l'option de fabriquer la monnaie pour avoir l'intérêt à verser à ses actionnaires de One Africa Investment Fund, ça empirera le degré de dévaluation de la monnaie burundaise. Le projet de ce fonds est aussi comparé par les experts en monnaie et banque aux arnaques pyramidales de Ponzi, une escroquerie qui consiste à mettre en place un système d'investissement pyramidal dans lequel la rémunération des premiers participants est assurée par les mises des nouveaux arrivants jusqu'à ce que le mécanisme s'effondre de lui-même faute de nouveaux investisseurs. Un système qui a hérité le nom d'un escroc italien, Charles Ponzi. Fabrice Manirakiza est un Burundais de nationalité australienne. La société Uwaka Nation Group et le fonds One Africa Investment Fund, qui sont aujourd'hui beaucoup parlés, ne sont pas ses premières initiatives durant les quelques années qu'il vient de passer au Burundi. Tout ce qu'il a entrepris jusque-là est entaché de magouilles financières, même son passé en Australie où il dirigeait la communauté des Burundais de la ville de Melbourne où il vivait porte des traces d'escroquerie financière. Le président de la République a été avisé de certains de ces coups opérés au Burundi car c'est lui qui l'avait introduit pour être financé. Aujourd'hui, Evariste Ndayishimiye lui accorde un grand marché et met à sa disposition des institutions du pays pour son énième initiative. Plus d'un s'interroge sur ce qui est derrière ce parrainage, dossier à suivre.
Merci Inès Gakiza. Toujours en page gouvernance, il est de notoriété publique que malgré leur interdiction, les boissons prohibées se vendent toujours comme des petits pois. Comment alors s'y prennent les commerçants pour tromper la vigilance des autorités? Josiane Mouzaneza a sillonné plusieurs provinces sans reportage. Ils sont très prudents et n'étalent pas ça au vu de tous. La plupart du temps, ils vendent ça aux clients qui ne consomment pas sur place. Ces témoignages nous viennent de deux habitants vivant dans deux provinces différentes, à savoir Ngozi et Cibitoke. Selon eux, même si la fabrication et la commercialisation de ces boissons sont interdites, cela n'empêche en rien leur prolifération. Une des sources de la RPA au chef-lieu de la commune Mabayi nous révèle comment cette vente frauduleuse s'opère. Ils ne les mettent pas sur les étagères comme les autres articles. Ils les cachent dans des cartons et toute personne qui en fait la demande est servie. Toutes ces boissons prohibées sont vendues ici chez nous. Dans la localité de Luseseka, toujours dans la même province de Cibitoke, les commerçants de la place ont trouvé une autre astuce qui semble marcher très bien. Comme ils craignent d'être surpris à tout moment lors des fouilles, ils stockent ça dans des ménages environnants. Et si quelqu'un en fait la demande, on lui demande de patienter un peu et on lui amène sa commande dans une bouteille destinée aux boissons énergisantes. En province Ngozi, ils attendent, eux, la tombée de la nuit pour écouler leurs marchandises. Ces boissons sont vendues dans la plupart des boutiques et bistrots de la zone Burengo, mais les commerçants attendent qu'il fasse nuit. C'est la même chose dans la localité dite Kuifereme et au marché situé dans la localité d'Okigarama. Et des fois, on trouve même des policiers parmi les consommateurs. À Bujumbura, la capitale économique, les commerçants se sont surpassés question imagination. En effet, ils ont trouvé un moyen d'écouler leurs boissons en toute tranquillité, même pendant la journée. Cet habitant de la zone Musaga raconte. Ça pullule partout. Les petites boutiques et les bistrots du quartier en vendent en grande quantité. À première vue, on dirait de l'eau, mais en réalité, ils récupèrent les bouteilles d'eau utilisées et les remplissent de ces boissons. Ils ont également des petites mesurettes comme celles utilisées pour les whisky et autres liqueurs qu'on vend dans les grands hôtels. Quant aux clients, ils se munissent d'une bouteille vide de boissons énergisantes ou du jus. Et comme ça, à la couleur de l'eau, un observateur non avisé peut croire que les gens sont en train de boire de l'eau ou du jus, alors qu'en réalité, ce sont ces boissons prohibées telles Sapporo et Kik. Pour mener à bien ce commerce très florissant, les commerçants bénéficient de la complicité des grossistes et des brasseurs de ces boissons prohibées. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Mouzaneza. Des enseignants de la province de Makamba s'indignent des contributions qu'ils sont actuellement obligés de donner pour la construction du bureau provincial. Ces enseignants indiquent aussi qu'ils en ont assez d'être souvent exigés de force de donner des contributions alors qu'ils ne sont jamais informés de la façon dont ils ont été utilisés. Le point avec Éloge Divin de Mécha. Sur ordre du directeur provincial de l'éducation à Makamba, les directeurs des écoles et les enseignants de la dite province sont exigés de contribuer pour la construction de l'immeuble qui abritera le bureau provincial de Makamba. Cet enseignant parle des sommes d'argent qui doivent contribuer. Le message a été envoyé par le directeur provincial de l'éducation au directeur des établissements et ces derniers l'ont transféré aux enseignants. Tout directeur doit contribuer 10 000 francs burundais, tandis que chaque enseignant doit contribuer 5 000 francs burundais. Ce n'est pas la première fois que de telles contributions sont exigées à des habitants de la province de Makamba. À chaque fois, nos sources révèlent qu'aucun compte rendu sur l'utilisation des contributions collectées n'a été donné à la population. Cet autre enseignant dit qu'ils en ont assez. On se demande où va l'argent qu'on est souvent obligé de contribuer pour la construction de ce bureau provincial. Qu'ils nous disent comment l'argent qu'on nous a exigé de donner dans le passé a été utilisé. Qu'ils sachent que nous sommes fatigués de ces contributions en cascade.
Pour ces enseignants, ces contributions devraient être volontaires. Est-ce qu'une contribution doit être considérée comme un ordre? Je pense que s'ils veulent nous imposer ces contributions, ils doivent eux aussi nous parler de comment l'argent a été par la suite utilisé. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone la gouverneure de Makamba ainsi que le directeur provincial de l'éducation dans cette province pour recueillir leurs réactions. Merci Eloge Divin, Rémé Chad. Dans un instant, nous continuons ce journal avec la page environnement. RPA. 3 personnes sont mortes et 4 autres ont été grièvement blessées au cours de l'écroulement d'une église suite au vent violent dans l'après-midi de ce mardi 1er octobre. Les faits se sont déroulés sur la colline Kigwati 2, zone Rukaramu, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Les habitants de cette colline demandent que les blessés soient assistés en soins de santé et que les morts soient enterrés dignement, surtout que les victimes sont issues des familles pauvres. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. L'église de Minevam, qui a été secouée par des vents violents dans l'après-midi de ce mardi, se trouve dans la localité de Kagaragara, en zone de Rukaramu, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura. Notre source indique que 3 cas de mort ont été enregistrés et 4 blessés parmi des fidèles qui étaient en pleine répétition des cantiques. Des vents très forts survenus vers 16 heures ont démoli le bâtiment de l'église de Minevam, se trouvant sur la colline Kigwati 2, sous-colline de Kagaragara. Cet effondrement a fait 3 morts, 2 enfants et une personne adulte. Leurs corps reposent à la morgue de l'hôpital Baho de Kajaga. Ensuite, 4 autres ont été grièvement blessés et ils sont habités à l'hôpital Prince Regent Charles à mairie de Bujumbura. Les habitants de cette colline demandent que les blessés soient assistés en soins de santé et que les morts soient enterrés dignement, surtout que les victimes sont issues des familles pauvres. C'est au moment où ces 4 personnes admises à l'hôpital Prince Regent Charles se prennent en charge pour les soins de santé, selon notre source d'information. Nous demandons que l'administration communale puisse aider pour que ces patients bénéficient d'un traitement approprié, surtout même que les conditions de vie ne sont pas bonnes. Il y a également un autre problème qui se pose, celui de voir comment ces gens pourront être enterrés dignement. Là aussi, les familles n'en sont pas capables. Que les responsables administratifs contribuent pour ces citoyens en difficulté. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simeo Butoyi, administrateur de la commune de Mutimbuzi, pour lui demander ce que cette commune envisagerait pour venir en aide à ces familles victimes de cet incident. Merci Emmanuel Nyungeko. Et en page droit de l'homme, l'état de santé d'un homme âgé détenu dans la prison centrale de Mhimba en mairie de Bujumbura se détériore de plus en plus. Des médecins ont déclaré que les soins de santé dont ce détenu a besoin nécessitent un paiement de 4 millions de francs burundais, une somme que la prison a refusé de payer. Les détails avec Balthazar Miwuro. Leonidas Nyandwi, connu sous le sobriquet de Kiguru, est un vieillard dont la santé est en mauvais état, est âgé de 68 ans. Comme l'indique une source de la prison de Mhimba, Leonidas Nyandwi a des problèmes d'incontinence urinaire causés par des tortures qu'il a subies après son arrestation. Actuellement, ce vieillard est dans un état critique, est alité dans le dispensaire de la prison de Mhimba, témoigne son co-détenu. Le vieillard Kiguru est dans un état critique. Il avait été amené dans un hôpital public, mais il n'a pas été soigné. Il a fini par être ramené à Mhimba et est actuellement alité dans le dispensaire. Actuellement, il est obligé de porter une sonde urinaire. Pour être bien soigné, il a été informé qu'il doit payer 4 millions de francs burundais. Nos sources indiquent aussi que les hôpitaux publics où les détenus se font soigner se sont déclarés incapables à soigner le détenu Leonidas Nyandwi. Comme solution proposée, des médecins ont suggéré qu'il soit transféré dans un hôpital privé où il pourrait être soigné, mais la facture pour les soins de santé s'est avérée colossale. Depuis son retour au dispensaire de la prison de Mhimba, il n'est plus sorti pour aller bénéficier des soins de santé à l'extérieur, car les hôpitaux publics où les détenus se font soigner, à savoir l'hôpital Roi-Raed et l'hôpital Prince Regent Charles, ont déclaré qu'ils étaient inaptes à le soigner. Les médecins lui ont dit que l'hôpital qui peut le soigner a 4 millions de francs burundais et l'hôpital Boumerek.
Les détenus dont nous nous sommes entretenus sollicitent l'aide des bienfaiteurs pour que le détenu Leonidas Nyandwi soit soigné, d'autant plus que la prison de Mimba lui a déjà signifié qu'il ne va pas payer la facture pour ses soins de santé. Merci Balthazar Miburu. Vous pouvez également trouver les journaux et toutes les émissions de la RPA sur nos différents comptes, à savoir Facebook, YouTube, X et sur le site web de la RPA, www.rpa.bi. RPA. À présent, page éducation. Les classes de 5e année dans les écoles fondamentales en province d'Ogodzi font face à un blocage. Depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, les cours proprement dits n'ont pas encore débuté. Certains enseignants indiquent qu'il n'y a ni guide pour enseignants, ni livre pour élèves. Le point avec Elvis Nyomwongere. Ce sont des problèmes. Oui, des problèmes. Les élèves de la 5e année, de même que les enseignants, ne connaissent pas ce que va être l'année scolaire. C'est la voix d'un enseignant d'une des écoles fondamentales de la province Ngozi. À la 3e semaine de la rentrée, les cours proprement dit n'ont pas encore démarré pour les enfants de la 5e année. Cet enseignant, il n'y a ni guide de l'enseignant, ni manuel de l'élève, encore moins le programme à suivre. C'est vrai, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'est pas en train de dispenser les cours. On manque de manuel d'élèves et le guide de l'enseignant. On n'a même pas de programme. Nous attendons toujours que le gouvernement puisse nous donner ces livres pour que nous commencions le travail. À l'école fondamentale, le gouvernement burundais a initié des réformes progressives qui ont commencé avec la première année. La réforme est donc dans la classe de 5e année. Les enseignants de la 5e année ont alors passé 10 jours de formation. Mais c'est un enseignant qui a participé dans cette formation. Ils n'ont pas vu de manuel de l'élève durant toute la durée de la formation. Et pour les guides du maître, avec la fin de la formation, ils étaient déjà déchirés. Premièrement, pour toute la durée de formation, on n'a pas pu voir à quoi ressemble le manuel de l'élève. Il n'y avait que le guide du maître. Et même ces derniers ont été déchirés dans quelques jours parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Et aujourd'hui donc, les élèves, de même que les enseignants, restent tous sans occupation durant toute la journée à l'école. Se demande des directeurs communaux de l'enseignement. Ces enseignants occupent quelquefois les élèves avec l'ancien programme. Ils essaient tout simplement d'occuper les élèves. Même ceux qui le font, ils utilisent les livres de l'ancien programme. Certaines écoles de la DCN Ngozi ont réussi à se procurer des guides. Les enseignants les ont eu des formateurs. Ils étaient au nombre de 17 guides d'enseignants. On pu s'en procurer ceux qui ont été plus rapides. Mais là aussi, ils étaient déchirés. Des pages manquent. Ce sont des problèmes qui caractérisent l'enseignement. Alors, 17 guides pour toute la direction communale de l'enseignement, c'est insignifiant. Je sais que la DCN Ngozi n'a pas moins de 35 écoles fondamentales. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Pierre Ndikuriyo, directeur provincial de l'enseignement. Certaines sources, cette situation serait également reportée dans d'autres provinces du pays. Merci Elvis Nyomwongere. Clôturons ce journal par la page Société. Les précipitations de septembre dernier ont initié des semis dans certaines zones en hautes altitudes. Toutefois, les stocks alimentaires issus de la récolte de la saison B 2024 sont épuisés. Les conséquences de cela est le stress alimentaire qui persiste dans la plaine de Limbo et dans les dépressions du Nord. C'est du moins le contenu du rapport de l'Agence des Nations Unies, FuseNet. Dani Claire Ilatkomba pour plus de détails. Les précipitations du mois de septembre, de 2 à 3 jours, ont fourni suffisamment d'humidité aux ménages pour commencer à planter sur environ 20% des terres dans les hautes altitudes. Cela se trouve dans le rapport de ce lundi de l'Agence des Nations Unies chargée de la sécurité alimentaire, FuseNet.
Selon toujours ce rapport FuseNet, ces précipitations ont soutenu la préparation typique des terres dans d'autres zones pour la prochaine saison culturale 2025A. Cependant, les précipitations devraient être inférieures à la moyenne dans les régions du nord et de l'est du pays jusqu'en décembre, ce qui devrait entraîner une production agricole inférieure à la moyenne. La situation se présente ainsi au moment où les stocks alimentaires issus de la récolte de la saison B de l'année culturelle 2024B sont épuisés et comme résultat, c'est le stress alimentaire persiste dans la plaine de Limbo et dépression du Nord, précise le FuseNet. Dans la plaine de Limbo, l'insécurité alimentaire est accentuée par une production agricole inférieure à la moyenne et les revenus inférieurs à la moyenne en raison des inondations et du débordement du lac Tanganyika. Dans le Nord, les faibles précipitations de la saison 1 et les échanges transfrontaliers limités avec le Rwanda ont encore réduit les revenus et le pouvoir d'achat des ménages, limitant leur accès à la nourriture. En août 2024, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 10% par rapport à juillet, ajoute le FuseNet. Dans ce même rapport, cette agence onusienne est revenue sur la hausse vertigineuse du prix du sucre, passant de 3 300 à 8 000 francs, soit une augmentation de 140%. Et parmi les causes évoquées par le FuseNet pour la hausse de ces produits alimentaires figurent l'inflation et le manque de devises. Merci à toi, Dani-Claire Ilatkoumba. C'est ici que prend fin le journal de ce mercredi 2 octobre 2024. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bonne soirée à tous.